Bonjour et bienvenue à tous pour le jour 2 de la formation ELAIS 2023. Ce jour fera part belle au paramétrage dans la partie 2. On va voir le personnel, on va voir les codes services et on va voir les barèmes en régie principalement. J'entre dans ELAIS. Et donc on arrive après l'initialisation sur le menu principal. Et en l'occurrence, on est dans les tuiles, le menu rapide qu'on va donc enlever en faisant simplement Escape. Voilà donc le menu principal. On va directement aller dans Contact et dans le groupe personnel. Alors ici, il est évident, ou pas évident, que même un bureau qui ne possède qu'une seule personne, donc le bureau d'une seule personne, d'un seul géomètre, ce géomètre devra faire partie du personnel comme éventuellement un autre collaborateur et toute autre personne travaillant pour le bureau. Je vais cliquer sur le groupe personnel. Voilà, j'ai ici une première personne. Je propose d'en encoder une deuxième. Alors nous sommes ici donc dans Contact, personnel, et nous avons sur cette ligne de menu, le menu dynamique, un double plus qui permet d'encoder un nouvel objet, en l'occurrence ici, une nouvelle personne. Je clique sur personnel et j'ai ici le formulaire d'introduction pour une nouvelle personne. On va rester en personne physique. On va prendre monsieur, on va prendre un nom. Voilà, Martial Remacle, c'est un homme. M. Le monsieur, la civilité et le MF ont des fonctions strictement différentes, donc ce n'est pas un doublon ou de la redondance. Et on va choisir ici le groupe personnel pour que cette personne soit automatiquement étiquetée comme membre du personnel. On enregistre et la fiche de la personne s'ouvre. Et on voit tout de suite au bouton du menu ici, ce n'est pas à proprement parler du menu, ce sont plutôt des indicateurs que Martial Remacle fait partie du personnel. Il a déjà sa fiche personnelle active. Je clique sur... Non, on va peut-être se limiter là et on va valider. Pour revenir ici, voilà, en cliquant sur Contact et puis Personnel, on voit deux tuiles. Une tuile Gaze, une tuile Remacle. Une tuile qui parle, ou des tuiles qui parlent. Si je prends par exemple là, cette tuile-ci, on voit donc le département, quand il y a des départements, le poste occupé, le groupe barémique, on va y venir tout de suite, la formation de la personne, un numéro de GSM et 2 ou 3 icônes. La première veut simplement dire que c'est un utilisateur ELAIS. La deuxième, que c'est un personnel dirigeant, c'est-à-dire qu'on lui donne ici du droit à aller un peu partout dans le logiciel. Et la troisième icône rouge, c'est la qualité des infos de cette personne-là en tant que personnel. Cette fiche n'est pas complète. L'icône, quand la fiche est complète, est totalement différente. Voilà, je reviens donc sur la deuxième fiche de Monsieur Remacle. Je clique sur sa photo et j'arrive dans la fiche donc de Monsieur Tout-le-Monde. Je rappelle que chaque personne a une fiche, comment dire, Monsieur Tout-le-Monde entre guillemets, et éventuellement dans ce cas-ci, en l'occurrence, une fiche spécifique à sa qualité de personnel qui est active. On voit ici que le bouton est actif, donc je peux cliquer sur ce bouton et arriver dans la fiche personnelle de Monsieur Remacle. Alors, pour qu'un personnel soit actif, et encore une fois, si vous êtes seul au bureau, ce sera le même schéma, le même scénario, il faut remplir quelques petites choses qui sont primordiales à ce que, ou pour que M. Remacle ou vous-même puissiez être actif dans toutes les parties du logiciel. Alors, en gros, nous avons ici au-dessus la date d'entrée de M. Remacle au bureau, 26 du 4.
Non, on est le 27, je crois. Voilà, sortis-le, évidemment, il n'y a pas de sortie. Ça, c'est pour la première date qui est relativement importante. Ensuite, on a 3 colonnes. Une colonne identification, une colonne affectation et une colonne coût-heure normale. La colonne d'identification, relativement simple, on a ici automatiquement les 2 initiales de M. Remacle, MR. On peut le faire devenir plutôt personnel dirigeant. Voilà, on peut être 2 membres du personnel, 2 associés, et on peut avoir tous les 2 la qualité de personnel dirigeant. On a ici une signature électronique, donc un scan de signature, bon, qui est absente ici, mais c'est pas très grave. On peut donner aussi à ce membre du personnel une couleur qui sera utilisée plus tard dans la planification. Voilà pour la première colonne. La deuxième colonne, affectation. Est-ce que c'est une personne productive? Il est clair que quand on est tous les 2 associés géomètres par exemple, on est automatiquement personne productive. Ça veut dire que on sera à même d'utiliser les prestations et qu'on sera à même d'être facturé plus tard. Le groupe barémique. Le groupe barémique, c'est un profil de barème dans lequel on va mettre cette personne et qui sera, par définition, rattaché au barème qui se trouve dans le module finance. Voilà, Monsieur Remacle, étant un géomètre, on va choisir simplement le mot géomètre dans la liste. Service département, bon ici c'est beaucoup moins important, c'est juste à titre indicatif et ça n'a beaucoup d'importance évidemment que quand le bureau comporte de très nombreuses personnes. On va le mettre chef de brigade et poste occupé. On va lui dire par exemple, je vais mettre tout court. On peut, encore une fois ici, on peut répéter les choses. Le plus important étant la coche personne productive et le groupe barémique vers lequel on va donc aiguiller la personne pour être facturée. Job description, tout travaux même de géomètre. Voilà, la deuxième colonne est suffisamment remplie. Il nous reste maintenant la troisième colonne, le coût des heures normales. Alors, ce coût, c'est quoi? Chaque fois que M. Remacle entre dans le bureau, chaque fois qu'un collaborateur entre dans le bureau, il va y prester un certain nombre d'heures et il va coûter un certain nombre d'euros par heure passée au bureau. Pour prendre un exemple très concret, en début de semaine, le lundi, la personne entre dans le bureau et va en sortir le vendredi vers 16 heures et il aura passé, grosso modo, en arrondissant, 40 heures de travail. Ces 40 heures, il va falloir les payer. Donc ce coût horaire à un certain niveau et c'est ce coût qui est une charge pour le bureau. On va imaginer ici, je vais arrondir un peu les idées évidemment, enfin les chiffres en tout cas. Je vais ici taper dans charge horaire, je vais taper 20. Et je vais cliquer sur le bouton nouvelle charge horaire. Vous êtes sur le point d'introduire un nouveau montant pour la charge horaire de ce membre du personnel. Voulez-vous continuer? Je vais dire oui. Une remarque. De toute façon, la date est notée. Bon, je vais mettre rien de spécial. Et voilà maintenant que la charge horaire a été correctement modifiée, donc introduite pour M. Remacle. Alors, pour reprendre l'exemple, de lundi à vendredi, 40 heures que M. Remacle va venir prester au bureau, et au bout du mois, je vais devoir à M. Remacle payer 40 fois 20, donc 800 euros, pour son travail, tout le travail qu'il aura effectué au niveau du bureau. Donc ça, c'est bien une charge bureau. Alors, pour expliquer à quoi ce chiffre va servir, il va servir à faire de la à calculer des rentabilités.
Pendant ces 40 heures, M. Remacle va travailler sur pas mal de dossiers, à faire par exemple du GPS, à faire du dessin, à faire du déplacement, à faire toute une série de prestations qui seront facturées au client à un certain taux. On pourrait imaginer, pour aussi simplifier l'exemple, que toutes les prestations que M. Remacle va effectuer pour le bureau, GPS, etc., vont être facturées dans tous les dossiers à 80 € par heure. Et ces 80 €, ça c'est le client qui va les payer évidemment. Par contre, le bureau, lui, facturera 80 € pour une prestation, mais Remacle aura coûté, pour cette même heure de prestation facturée, 20 € pour le bureau. Et le delta, évidemment, entre 80 facturés et 20 de charges Remacle, sera la rentabilité du bureau. Brut, évidemment, parce que de ça, il va falloir probablement encore retirer certaines choses. Mais, pour être schématique, et pour revenir à cette notion de rentabilité, ces 20 € de charges vont servir à calculer la rentabilité de chaque dossier en comparaison avec les taux de facturation. Voilà pour les choses principales. Il reste encore, ah oui, je vais essayer ici au-dessus de valider la fiche de M. Remacle en cliquant sur la coche contrôle et validation des données. Je vais cocher, mais Elaïs va me dire attention, il manque peut-être 2-3 choses. Et ces 2-3 choses, elles sont indiquées par des flèches, et notamment ici en bas, le règlement général pour la protection des datas. Si c'est un collaborateur, c'est un peu moins grave, un confrère ou un gérant associé, par exemple, c'est un peu différent, mais lorsqu'on a affaire à une personne extérieure, un vrai collaborateur, il faut simplement, on va noter ici, on va cocher, on va dater et on va dire que, et on va éventuellement lui faire signer un papier, comme quoi M. Remacle est bien sensibilisé au RGPD, au règlement général pour la protection des datas, et doit considérer en l'occurrence toutes les données qu'il va manipuler au sein du bureau comme étant strictement confidentielles dans le travail qu'il aura à effectuer. Je vais essayer maintenant de revalider la fiche de M. Remacle, et là on voit que ça passe, ce qui veut dire que Elaïs a tous les renseignements suffisants mais nécessaires que pour travailler avec M. Remacle. Je vais valider la fiche et je vais revenir à sa fiche contact normale, entre guillemets. Donc là, pas de souci, on a la fiche personnelle là au-dessus. On a éventuellement une adresse à compléter pour avoir la fiche complète. Et on peut valider la fiche de Remacle. Maintenant, si je rafraîchis les membres du personnel, on voit ici que la fiche, que la tuile Remacle a été, comment dire, complétée. On voit qu'il est personnel dirigeant et on voit que sa fiche est complète par rapport à la fiche de Luc qui reste non validée. Donc à partir de ce moment-ci, on peut travailler avec M. Remacle. À une nuance près, on voit que Remacle n'est pas utilisateur Elaïs, alors que c'est mon associé. Donc là, évidemment, il y a encore un tout petit quelque chose à faire à ce niveau-là. Et pour ce faire, nous allons dans Utilitaire et nous allons aller simplement dans les utilisateurs Elaïs, en rajouter un. Ici, on voit déjà que Gaze est utilisateur Elaïs. Il a la fonction d'administrateur et il est privilégié pour rentrer dans Elaïs, c'est-à-dire qu'il n'a pas à introduire de mot de passe, etc. Je vais introduire, toujours par le gros plus du bout de la ligne, un nouvel utilisateur. Évidemment, ici, je n'ai pas beaucoup de membres du personnel, j'en ai 2 ou de collaborateurs. Je clique sur Remacle et je valide. Si je rafraîchis, je vais avoir ici 2 personnes. Et la ligne de Remacle par rapport à la première ligne est rouge, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore beaucoup de droits.
il est cependant actif. Je vais ouvrir la fiche Remacle. Je vais donner un login et un mot de passe qui ne sera pas utilisé et on va voir pourquoi plus tard. On va mettre user, ce qui est assez classique quand il faut mettre quelque chose de général. On va l'affecter au groupe user, voilà. Avec ça, on est encore nulle part, sauf à utiliser, mais on n'ira pas là-dedans pour l'instant, sauf à utiliser pour l'entrée dans Elaïs de choses qui sont lourdes, comme ce login et ce mot de passe. Comme on est associés, on a évidemment confiance l'un dans l'autre, on va ici utiliser les statuts spéciaux. Alors, statuts spéciaux, on va dire qu'il est administrateur comme Luc Gaze, pas de souci, et c'est un utilisateur privilégié également, parce que on est associé tout simplement. Donc là, on va pouvoir utiliser l'accès dans Elaïs, un accès très léger dans Elaïs, et on va le voir tout de suite. Je valide. Si je fais un refresh, on voit maintenant que les deux personnes sont strictement sur un même pied d'égalité. Et si on retourne dans les contacts et membres du personnel, voilà, les deux membres du personnel ont strictement les mêmes icônes. Maintenant, ça veut dire quoi? Utilisateur privilégié. On va d'abord aller vérifier dans les paramètres si l'utilisation, paramètres, voilà. On voit ici donc une série de paramètres. On a été l'autre jour, le jour 1, là-dedans. On est dans les contacts, dans la partie contact, donc on est ici. Et on voit à ce niveau-ci l'utilisation des utilisateurs privilégiés. Alors on a mis oui et on a mis nombre contrôle à non. Le nombre contrôle, c'est quelque chose qui va un tout petit peu rendre difficile pas l'encodage, le login dans Elaïs en ajoutant une sécurité. On va tout d'abord utiliser l'encodage, l'introduction dans Elaïs telle qu'elle, uniquement en utilisant les utilisateurs privilégiés. Je vais sortir d'ici et je vais sortir d'Elaïs pour rentrer de nouveau dedans. Voilà, on peut imaginer qu'on est déjà rentré dans Elaïs et on va loguer, se loguer. Je clique sur Login et là je vois deux imagettes. Pour l'instant les imagettes sont vides de photos, mais si je m'attarde sur chaque image, on voit que la première c'est Luc Gaze et on voit que la deuxième c'est Martial Remacle. Je vais cliquer sur mon nom et je rentre dans Elaïs. Donc ici, en cliquant sur son imagette, Elaïs sait très bien qui est logué. Il n'y a pas de sécurité, on l'a vu. Il suffit de cliquer sur l'un ou sur l'autre. Maintenant, comme Elaïs trace certaines choses, vaut mieux cliquer sur son imagette à soi. Le nombre contrôle qu'on a vu tout à l'heure, c'est rajouter, en plus du clic sur son imagette, un nombre qui va authentifier la personne qui clique. Et en fait, ça sécurise l'utilisation et ça permet de dire, ok, ça c'est vraiment moi qui l'ai fait. Je ne me suis pas trompé d'image. J'ai cliqué sur mon nom, j'ai sécurisé le login avec mon petit chiffre et tout ce que je fais est tracé à mon nom. C'est à ça que sert le nombre contrôle pour les utilisateurs privilégiés. On ne va pas aller là-dedans. Il y aura une session probablement plus tard qui parlera de sécurité d'une manière plus générale. Nous revenons au menu principal. J'avais un tout petit peu fait avancer les choses au niveau du personnel. Si je retourne dans Contact et dans le profil personnel, j'ai donc été rechercher Luc Gaze et Martial Remacle avec deux fiches complètement au point, complètement remplies.
Donc ils sont tout à fait tous les deux, imaginons, des associés et on est prêt à travailler avec eux dans le cadre des activités. Alors les activités justement, on va les retrouver, en tout cas toute une série de choses, on va les retrouver dans ce qu'on appelle les listes de choix. Alors les listes de choix, on a ici l'icône liste de choix. On va venir à ça tout de suite. On peut trouver également en cliquant sur le bandeau supérieur d'Elaïs un menu contextuel où on retrouve les listes de choix. Donc les deux boutons évidemment sont strictement les mêmes. Ce menu contextuel du menu principal, donc il y a quelques choix ici. Je propose de nous y attarder, mais pas tout de suite. Alors les listes de choix, qu'est-ce que c'est que les listes de choix? On va retourner pour être clair dans une liste, dans une fiche, pardon, la fiche d'un contact, quel qu'il soit. Alors, dans toutes les fiches, que ce soit ici au niveau d'un contact, au niveau d'un dossier, au niveau d'une offre, au niveau de beaucoup de choses, on trouve dans ces listes des listes déroulantes, comme celle-ci par exemple, où on a les civilités à disposition, monsieur, madame, mademoiselle, etc. On a ici d'autres listes diverses, on a les pays par exemple ici, on a les communes, on a ici des nationalités, on a encore d'autres choses, mais je n'en ai pas ici sous la main. Bref, partout, on a des combos, donc des listes déroulantes dans lesquelles il y a de l'information. Et cette information, on peut la compléter. On peut imaginer par exemple que dans les civilités ici, il y ait des choses qui ne sont pas par défaut dans Elaïs et qu'on pourrait aller ajouter. Alors je retourne au menu principal. Et donc l'accès aux listes de choix par ici ou l'accès aux listes de choix, bouton droite du menu principal, liste de choix. Alors j'arrive dans une fenêtre un peu particulière, il y en a quelques-unes comme ça dans Elaïs, qui me permettent d'intervenir ou d'interagir avec le programme. Alors on trouve ici une liste de modules en fait. Ce sont grosso modo des noms de modules dans lesquels on va trouver, si je développe contact, une série de listes de choix proposées, des motifs d'absence, des activités, des civilités, on vient de les voir dans la fiche contact, et toute une série de choses qu'on va pouvoir donc amender par ici. Si je fais civilité ici, on a pour chaque liste en fait, on a chaque fois un plus et un moins. On peut donc aller ajouter ici une civilité quelconque, par exemple monsieur le curé, pourquoi pas, une description facultative, et nous avons ici donc un nouveau choix disponible dans la liste des civilités des fiches contact. Et comme cela, un peu partout dans Elaïs. Et c'est une recommandation qui est donnée, c'est de venir voyager dans toutes ces listes de choix pour se rendre compte de ce que Elaïs va gérer, de ce qu'il y a à disposition dans Elaïs. Je développe la liste activités où je vais trouver quelque chose qui nous est très important dans le cadre du service. Ce sont justement les codes service. Alors par défaut, Elaïs propose déjà une série de 32 codes de type d'activité propres ou spécifiques au géomètre. On trouve l'acte de base, l'audit énergétique, le bornage bien évidemment, les cubatures, la digitalisation, etc. etc. Alors ces propositions de code service, ou plutôt ces codes services, seront utilisés plus loin dans la création d'un nouveau dossier pour dire tiens, ce dossier, eh bien c'est un bornage par exemple. C'est un bornage par exemple, ou c'est un état des lieux après travaux, ou toute autre chose disponible dans les listes de choix. Et ces codes vont servir ultérieurement
à faire des statistiques et par exemple pouvoir sortir en fin d'année, tiens, qu'est-ce que j'ai fait comme type d'activité en 2023. Et là, on va me dire, et voilà, en 2023, il y a 17% de bornage, il y a 22% de levée intérieure, il y a X% d'état des lieux, etc., etc. Donc tous ces codes d'abord seront utilisés pour lorsqu'on verra une tuile dossier, à savoir grosso modo ce qui se passe derrière le dossier, un bornage par exemple, et donc deuxième utilisation des statistiques. Alors ici pour l'instant les couleurs sont noires, ce qui n'est pas fort intéressant lorsqu'on fera de la planification. Pour corriger ça, il suffit de double-cliquer sur le code qu'on veut colorer d'une manière spécifique. Ici, je prends bornage par exemple, et je vais lui mettre, voilà, une couleur brune. Voilà. Dès lors, le bornage a une couleur brune, et ainsi de suite pour tous les codes, ce qui permettra d'une part à enjoliver le planning, mais à le rendre beaucoup plus lisible par ailleurs. Voilà donc les listes de choix. On peut évidemment utiliser la liste dans l'autre sens. Tiens, je ne fais jamais d'expertise, c'est pas mon truc. À ce moment-là, je peux aller cliquer sur, enfin d'abord sélectionner le code d'expertise et le supprimer. Et il est clair qu'il y a un contrôle à ce niveau-ci, au niveau de la suppression éventuelle. Si ce code intervient ou a été utilisé pour un dossier, il ne pourra pas être effacé, bien évidemment. Voilà donc les listes de choix, encore une fois, recommandations, parcourez-les, voyez ce qu'il y a dedans et indirectement, vous verrez ce qu'il y a dans Elays. Je reviens, voilà, je ferme tout ça. Et il est clair que ce code va être utilisé plus tard en connexion intime avec les barèmes, plus ou moins intime avec les barèmes. Retour encore une fois au menu principal où je propose d'aller encoder un premier client, sans grand détail ici parce que nous repasserons par là dans la journée numéro 3. Donc je clique sur contact, je clique sur client actif, je n'en ai pas bien évidemment, et je vais cliquer comme d'habitude sur le double plus qui me permet l'encodage d'un contact et en l'occurrence ici d'un client. Je vais prendre une personne morale, je vais introduire le nom d'une société, par exemple, et je vais dire que cette société est une SA. Voilà, c'est tout ce dont j'ai besoin pour qu'un client soit enregistré comme tel, sans encore avoir tous les renseignements nécessaires à la facturation, parce que là j'aurais besoin d'autre chose, d'une adresse, d'un numéro de TVA, etc. Donc je vais me limiter à ça. Si jamais j'avais déjà ici, à ce niveau-ci, toute une série de renseignements, je pourrais cliquer ici sur la coche pour développer le formulaire et encoder donc bien autre chose. Je ne vais pas le faire ici pour abréger l'encodage. Donc je prends ici la société Tyran, je valide. Le contact est enregistré et par défaut je rentre directement dans la fiche du contact et on voit ici donc que le profil partenaire client est actif avec derrière, mais encore une fois nous n'allons pas y aller maintenant dans le détail, avec derrière toute une série de choses à introduire pour avoir la qualité de client à 100%. Je vais annuler cette introduction et je vais valider. Je reviens au menu principal et en termes de clients actifs, on voit maintenant que j'ai une tuile client dont le statut est rouge avec la fameuse croix blanche qui m'indique que je n'ai pas encore tout le nécessaire pour travailler avec ce client-là. Dans le même ordre d'idées, nous allons encoder rapidement un premier dossier, mais de manière très succincte. On vient dans Activité, Dossier,
on retrouve notre fameux 2 fois plus et je clique sur ce bouton-là. Alors, pour introduire un dossier, je vais le faire relativement rapidement ici, mais vous allez voir que ce n'est pas bien difficile à mémoriser. On a tout d'abord un contact. Au nom de qui va-t-on introduire un dossier? Ici, par défaut, je suis sur les clients et dans la liste déroulante de mes clients éventuels, j'en ai évidemment que un aujourd'hui et je choisis donc la société Tyran pour le dossier. Le numéro de référence 2023-001, on met strictement ce qu'on veut. Ici, le formatage qui est proposé est un formatage paramétré. On peut aller changer ces paramètres. Je vais mettre le numéro du dossier à 2023-001. Alors le générique c'est quoi? C'est en français. Que va-t-on faire pour ce client? Et je vais indiquer que je vais aller faire le bornage du terrain de la société. Voilà. Donc c'est en clair, c'est ce qui va déjà apparaître sur la facture. Nous allons aller chercher un code postal. Et voilà la première partie terminée pour la création d'un nouveau dossier. Je vais cliquer sur Initialiser. Et ici, Elaïs veut un petit complément d'information quant à ce dossier-là. En fait, tout est quasi prêt, fini, sauf qu'Elaïs ne sait pas déduire tout seul le fameux code service qu'on vient de voir dans les listes de choix. Donc, il faudra aller chercher le bon code service, à savoir le bornage. Ce qu'Elaïs ne sait pas non plus, c'est le nom du responsable client de la société Tyran. Alors ici, je n'ai personne, donc je peux utiliser ou dire plutôt que la définition des responsables se fera plus tard au sein du dossier. Je clique sur ceci. La répétitivité, c'est comment cette affaire est venue. Est-ce que c'est occasionnel? Est-ce que c'est récurrent? Est-ce que c'est journalier, mensuel, etc. C'est pas très important. Et ceci va être utilisé encore au niveau des statistiques. Et enfin, Elaïs nous propose un barème sur lequel on va appuyer les prestations du bornage, un barème de prestations, régie, et il va nous proposer également un barème pour les frais. Ici, on a régie 2021 pour les prestations, on a frais 2021 pour les frais. Ce sont les deux barèmes défauts qui sont pour l'instant utilisés. Et encore une fois, ça suffit. On peut initialiser le dossier. C'est ce qu'on va faire ici. Initialisation. Est-ce qu'on fait un ordre de mission maintenant? Je propose de continuer sans ordre de mission. Voulez-vous continuer sans? Oui. Et on n'utilise pas d'ordre de mission. On initialise. Et on arrive donc dans les activités dossier. C'est un dossier qui est ouvert. Voilà. Et ici, nous avons la première tuile qui nous relate donc l'existence d'un dossier. La tuile parle encore une fois. Un dossier, son numéro, sa référence, c'est 2023-001. Le client, c'est Tyran. Ça se passe à Namur. On va faire le bornage du terrain de la société et le code du service est bornage. Ce dossier étant créé, je propose de l'ouvrir, mais encore une fois rapidement, parce que ce sont des choses qu'on verra dans le détail plus tard, pour simplement indiquer ou montrer deux, trois petites choses que nous avons déjà vues par ailleurs aujourd'hui ou la dernière fois. Je clique sur l'icône ou l'image du dossier. Cette image, on peut la remplacer par une image très personnalisée du dossier en question. On peut en fait y mettre plusieurs choses. Voilà, alors on a ici pour chaque dossier en fait, on a deux fiches. Cette première fiche qui est une fiche plus ou moins administrative, il y a différentes sections, le rappel du client, le générique, le fameux générique, le code service, des dates clés, création par exemple, des alertes. Donc encore une fois, je ne vais aller nulle part ou très peu aujourd'hui. La description, donc le centre sera rempli pour décrire tout ce qu'on a fait sur le dossier.
la chronologie du dossier en question, c'est-à-dire bon de commande éventuel, etc. La localisation du business, ou plutôt du service en question, la géolocalisation du service, extrait de la carte, mais pour l'instant il n'y a rien, l'information cadastrale, différentes choses, et la classification de manière à pouvoir retrouver ultérieurement ce dossier grâce à toute une série de choses, y compris des mots-clés par exemple. Alors un dossier, disais-je, c'est une première fiche qui est la fiche administrative, et alors ce qu'on appelle le poste, donc une fiche poste. La fiche poste, elle est plus technique, technique entre guillemets, technique gestion. On parle de tâches, on parle de finances et les barèmes évidemment. On parle des personnes qui sont contactées pour le client. On parle des éventuels intervenants sur le dossier. On parle des responsables internes. Ce pourquoi je suis venu ici maintenant, c'est pour montrer la partie finance, donc la section finance, où on retrouve pour les prestations et les frais le nom des barèmes qu'on va utiliser pour rentrer les prestations et pour donc facturer les prestations. On a le barème régie 21 pour les prestations et on a le barème frais 21 pour les frais. Pour l'instant, il n'y a évidemment aucune prestation d'enregistrer, il n'y a aucun frais d'enregistrer, c'est quelque chose qu'on fera ultérieurement. La section finance fait part belle également à ce qu'on appelle le tableau de bord. Alors le tableau de bord permettra de facturer la prestation. Donc on va ici arriver dans un menu qui permettra de facturer, qui permettra de voir les prestations, qui permettra de voir les statistiques du dossier, qui permettra de voir si le dossier a été rentable. On va donc s'abstenir d'aller dans le détail pour l'instant. Et enfin les tâches. Les tâches, c'est une subdivision du dossier en fait, et qui permettra d'affiner le dossier en question en subdivisant le bornage en tâches beaucoup plus planifiables éventuellement. Ce qu'il faut retenir ici, c'est donc les deux barèmes sur lesquels nous allons nous appuyer pour les prestations et les frais. Je vais revenir au menu principal et nous allons aller directement dans le module Finance où nous allons trouver justement les barèmes qui ont été déclarés pour la réalisation de ce dossier. Le menu Finance, on a donc les factures de vente, nos factures à nous qui prestons le service et qui allons le facturer au client, les factures d'achats éventuels, les barèmes. C'est là-dessus que je voulais arriver bien évidemment. Je vais cliquer sur le module barème, le sous-module barème, et là on voit une liste de deux barèmes d'activités en régie. Et si je clique sur frais, on voit également une liste de deux barèmes de frais. Je vais rester au niveau des activités en régie. Il est important de préciser à ce niveau que Elaïs permet une quantité infinie, à la limite, de barèmes différents. Et c'est le barème rouge qui est considéré comme le barème défaut, qui sera proposé à chaque ouverture de dossier. Et on a évidemment la même chose pour les frais. Alors pourquoi des barèmes différents? On peut imaginer, on va ouvrir le barème en régie pour montrer de manière beaucoup plus explicite ce qui se passe derrière ce barème. Sans encore de trop grands détails, on a ici donc une fiche barème, régie 2021. On voit ici barème défaut, donc il y a une coche qui précise que c'est ce barème-ci qui sera proposé par défaut à chaque ouverture de dossier. Et puis on a trois tableaux. Le premier, ce sont des groupes de prestations. Chez les géomètres, évidemment, il est classique de trouver le groupe bureau, le groupe terrain. Ensuite, on a les prestations et ensuite, on a les groupes barémiques et les coûts. Si je clique sur terrain, on va
proposé ici, enfin il est proposé ici, ça c'est le barème défaut qui est dans LAIS quand il est installé pour la première fois. On a une série de prestations qui vont donc de déplacement, GPS, etc. à visite d'immeuble. Si on clique sur une des prestations, GPS, on voit ici dans le dernier tableau, dans le troisième tableau, que le GPS, s'il est presté par un géomètre, l'heure du GPS sera facturée 85,79 €. Si je clique sur mesurage détail par exemple, on aura donc pour le mesurage détail, et si c'est un géomètre qui preste, l'heure de prestation sera facturée également à 85,79 €. Il est clair qu'on peut avoir pour tous les types de prestations des taux de facturation complètement différents. Pour le bureau, on a d'autres types de prestations, bien évidemment. On a du calcul, on a de la DAO. Je vois qu'on a mis ici le même taux de prestation, le même taux de facturation. Donc pour de la DAO, si c'est un géomètre du bureau, il sera facturé 85,79 €. Si je clique sur le bouton organigramme du barème, on a ici une image en fait de l'ensemble du barème qui a été confectionné et ensemble du barème qui sera donc proposé pour l'un ou l'autre dossier. Alors quand je dis qu'on peut qu'LAIS est multi-barème et qu'on peut en créer une infinité, il est souvent plus aisé de créer un barème par exemple comme celui-ci, disons général, où on peut trouver grosso modo toutes les prestations nécessaires à pas mal de dossiers. Mais on pourrait, par exemple, si je me spécialise dans l'expertise judiciaire, quoique l'expertise judiciaire est peut-être encore différente, puisque là aussi, je peux faire beaucoup de choses, mais l'expertise immobilière, par exemple, je n'ai pas besoin de tout ça. Expertise immobilière, je n'ai pas besoin de GPS, je n'ai probablement pas besoin d'implantation, comme je n'ai pas besoin de calcul topo, etc. Donc je pourrais créer un barème tout petit avec un peu de terrain, visite, mesurage intérieur, etc., rencontre avec un voisin, réunion donc, etc. Et un tout petit barème bureau avec réunion, ça existe encore pour les expertises, réunion, dessin aussi, parce qu'on peut faire du dessin, rapport, organisation, enfin bref, toute une série de petites choses, mais autrement dit, simplifier, créer un barème simplifié pour un type de prestation, un type de service particulier. Et lorsque, on le verra plus tard, lorsque à l'intérieur du dossier j'aurai à encoder mes prestations, il est clair que j'irai piocher dans un barème qui sera très succinct par exemple, et qui me sera suffisant pour faire l'expertise en question. Donc ici dans l'organigramme, on retrouve ce qu'on vient de voir par ailleurs, le nom du barème, les groupes de prestations, les prestations en elles-mêmes avec un code. Le code pourra être utilisé dans l'importation. On a le groupe barémique des gens du bureau. Donc là ici on pourrait par exemple avoir pour, je vais prendre le cas du GPS, on pourrait avoir pour le GPS un taux 85,79 pratiqué ou affecté à tous les géomètres qui feraient du GPS, comme on pourrait aussi avoir pour la même prestation GPS un groupe barémique qui serait dessinateur et qui serait facturé par exemple à 60 €. Donc pour chaque prestation, on peut avoir plein de profils barémiques dont les taux de facturation sont différents. Je ferme cet organigramme du barème pour revenir dans le barème à proprement parler. Pas grand chose à ajouter sur ce barème. On a donc un résumé ici qui donne pour le bureau et le terrain, donc ça c'est les groupes, toutes les prestations qui auront été déclarées pour ces groupes de prestations, et puis l'édition qui permet par définition d'aller modifier toute une série de choses. Alors pour construire un barème, pour créer un barème, les barèmes se créent à partir de catalogues. Alors de catalogues, il y en a dans le menu numéro de niveau 3.
un catalogue de personnel et un catalogue de prestations horaires. On va se limiter à ça pour l'instant. Dans le catalogue de personnel, on va trouver ici par exemple une liste de profils. Ce sont des profils qui ont été déclarés dans la fameuse fiche personnelle de chaque collaborateur. Donc en ce qui concerne les géomètres, on va surtout bien évidemment utiliser géomètre, géomètre junior, géomètre senior, stagiaire par exemple, et encore peut-être dessinateur. Alors on voit très bien ici que dans un barème, on va par exemple avoir ici les 3 types de géomètres avec des taux différents en fonction de leur ancienneté, et c'est ça qu'on va donc déclarer dans le barème. Voilà pour le catalogue de profils barémiques. Ensuite, nous avons des catalogues de prestations horaires. Alors ici, elles sont classées, les prestations par groupe. Nous avons ici, voilà, ici on a un paquet. Je suis sorti en fait de Elaïs Formation pour revenir dans un Elaïs qui est utilisé chez Elaïs au bureau ici. Et on voit ici pas mal de groupes de prestations dans lesquels il y a des choses. Donc on a en fait des catalogues terrain, un catalogue bureau, un catalogue architecture, un catalogue études préliminaires, etc. Si je développe les 2 catalogues qui nous intéressent, on a ici un catalogue terrain avec énormément de choses, GPS, implantation, contrôle, etc. Au niveau du bureau, la même chose, on va avoir une quantité relativement importante de tâches, donc de codes prestations, dessin, appel téléphonique, DAO, rédaction, avant-projet sommaire, dossier d'exécution, etc. Et c'est là-dedans qu'on va venir chercher donc ce qui est nécessaire à la confection d'un barème. On va aller dans les frais, catalogue de frais, où on va retrouver grosso modo la même philosophie. Pour le terrain, voilà ici déplacement, borne, clou. Donc c'est encore une fois, ce n'est qu'une liste de choses qu'on va prendre dans tel ou tel barème. Bureau, la même chose, print avec des dimensions, une photocopie, une reliure, un envoi colis Belgique, etc. Et on remarquera ici qu'on n'a que des noms de prestations ou de frais et un code. Et dans le barème, on va mixer donc ce catalogue avec des coûts unitaires. On peut encore aller voir les activités au forfait. Voilà, au forfait, on a par exemple, voilà, ici un petit barème d'état des lieux avant travaux. Alors encore une fois, dans cet état des lieux avant travaux, on n'a pas besoin de 36 000 choses. On va l'ouvrir. Et ici, dans ce barème état des lieux travaux, on a simplement mis un poste. On a mis construction. Le poste, c'est une maison. Et le coût, c'est 125 €. Alors ça veut dire que si on fait par exemple l'état des lieux avant travaux d'une rue complète, où il y a 15 maisons, et bien sur la facture, on verra 15 états des lieux à 125 € pour un total de. Ça pourrait être un autre type de. Je ne sais pas si ici j'ai l'exemple qu'il faut. Non, je n'ai pas grand-chose. On pourrait avoir par exemple un barème forfaitaire, forfaitaire unitaire. Par exemple, on fait un levé de voirie et ce levé de voirie, on le fait au mètre courant. Donc on pourrait dire à ce moment-là, par exemple, que le levé de 1 mètre de voirie, c'est autant. Et puis on comptabiliserait la longueur totale de la voirie pour l'affecter à la facturation. Voilà donc pour l'histoire des barèmes. Je suis revenu dans notre Elaïs de formation où on retrouve donc le barème régie 2021. Voilà, qui est ici. Je vais juste maintenant aller dans un dossier dans lequel je vais simplement effleurer l'utilisation du barème pour montrer comment justement tout ça est goupillé.
Je sors d'ici, je vais dans Activités. On retrouve le dossier que l'on a créé précédemment. Ce que je voudrais faire, c'est entrer dans le dossier, encore une fois, et vous montrer le rapport entre donc le dossier et le fameux barème qu'on vient d'aller voir. Je rentre dans le dossier, puis dans le poste du dossier, donc la deuxième partie, et là j'ai la section finance où j'ai prestations et frais qui sont encore donc à 0 tous les deux. Je clique sur le bouton prestations, et là je vais aller encoder une ou deux prestations, pas beaucoup plus, au nom de Gaze. Voilà, je vais bloquer l'encodage et je vais ici choisir une zone. En cliquant sur le bouton de droite, je fais appel au barème et là je vois le contenu du barème que j'ai été déclaré pour ce dossier-là, spécifiquement. Alors on pourrait par exemple dire que j'ai fait du GPS, voilà, validé, pendant cette zone-là, donc de 9 h à midi. Ensuite, je me suis octroyé un break et je suis rentré au bureau pour enfin finaliser le dossier, par exemple, en faisant de la DAO, donc du dessin, pour aussi probablement 3 heures. Voilà, j'ai 3 heures. Je vais valider les zones. J'ai ici la possibilité d'introduire une remarque interne et une remarque client. Client veut dire qu'à un moment donné, le client pourra voir ce que j'ai noté ici. Et je fais valider. Et voilà, dans mon dossier, 2 lignes de prestations qui sont venues donc s'inscrire. Alors on aura vu au passage qu'il n'y a aucune notion de taux de facturation, il y a juste des notions de type de prestation. Donc on voit ici sur la ligne le groupe de personnel qu'on m'a assigné, le niveau barémique, je vais mettre. On voit des initiales, un groupe de prestations et un code prestation avec l'objet en clair. Ensuite, des heures facturables, 3 heures au matin, 3 heures après-midi, de 13 à 16 heures ou de 9 à 12 heures. Voilà, j'ai introduit donc ces 2 lignes plutôt de prestations. On voit ici maintenant le chiffre 2, prestations enregistrées. Je propose de ne pas encoder de frais pour ne pas encombrer ici ce qu'on va faire plus tard. Donc nous allons sortir du dossier et nous allons grosso modo terminer cette heure. Alors ce qu'on a vu et ce qu'il faut retenir, on est passé par les listes de choix, rappelez-vous, et notamment par donc les codes services. Ce sont des choses évidemment qu'on ne fait qu'une fois. Et une fois que c'est fait, ça peut paraître peut-être un tout petit peu fastidieux dans un premier temps, mais une fois que c'est fait, on n'en parle plus. La même chose pour les barèmes. Une fois qu'on a établi un barème, aussi compliqué soit-il dans un premier temps, je vais réouvrir celui-ci. Voilà, il peut être très compliqué. On peut passer des heures et des heures à fignoler les taux de facturation, etc. Mais lorsqu'on est, entre guillemets, l'année prochaine, donc ici je vois barème 2021, on aura passé du temps, et je crois qu'il faut passer du temps, parce que c'est très sérieux, parce que c'est c'est basique et c'est une pièce maîtresse des LAIS, la barémisation et le taux de facturation. Mais d'une année sur l'autre, il est clair que ce barème 2021, qui aura été terriblement réfléchi, entre guillemets, d'une année sur l'autre, votre bureau ne va pas se ne va pas avoir besoin d'un autre barème. On va garder grosso modo les mêmes prestations pour le terrain, les mêmes prestations pour le bureau, sauf peut-être une des grosses différences qu'on va peut-être apporter au barème de l'année 2022-2023, c'est évidemment une différence de taux de facturation parce que malheureusement l'inflation est là. Alors l'année prochaine, on va le faire en direct. L'année prochaine, je vais créer un nouveau barème. Je vais mettre par exemple Régie 2024. Et on va, bon, description, on n'en a pas besoin, c'est un barème par heure. Par contre, on va aller chercher, en termes de sources,
le barème existant, un barème existant, à savoir le barème de 2021, où je retrouve strictement toutes les prestations, les codes prestations, les codes terrain et également les codes de bureau, avec leur taux de facturation de 85,79. D'une année sur l'autre, encore une fois, votre bureau, sauf pas accident, mais sauf exception, va garder les mêmes types de prestations proposées aux clients. Donc, on va sélectionner tout, comme ici, on va sélectionner toutes les prestations et valider la sélection. Donc ici, on a un résumé. On a donc sélectionné les prestations d'un barème existant, Régie 2021, 37 types de prestations sélectionnées. Ensuite, on va jouer sur les montants. On va soit remettre les montants à zéro, ce qui est un peu ridicule. On va soit prendre les montants à l'identique, ce qui est aussi ridicule. À ce moment-là, on garde le barème 2021. Soit on va indexer les montants de quelques pourcents. Je vais le faire exprès ici de mettre une indexation relativement importante de 10% et on va arrondir l'ensemble à l'unité supérieure. Voilà. Je suis content avec ce choix, avec ces paramètres, ces options. Je fais valider. On me rappelle ici ce que je vais faire, ce que je veux faire. Je vais dire oui. Et en quelques secondes, on va créer un barème, voilà, Régie 2024. Je vais l'ouvrir. Un barème Régie 2024, dont dans la description ici, je vois ce que j'ai fait. J'ai pris le barème 2021, je les ai indexés de 10%, j'ai indexé tout de 10% et j'ai arrondi à l'unité supérieure. Alors, il est prêt, donc ça a duré quelques secondes, alors que le premier barème, rappelez-vous, aura pu prendre un certain temps parce que c'est quand même quelque chose d'important. Je reviens sur le barème 2021. J'aurais pu cliquer dans la confection du barème 2022, une coche, j'ai complètement oublié de le faire. Je vais ici enlever pour le barème Régie 2021 le fait qu'il soit barème défaut. Voilà, j'enlève la coche, je fais valider. Voilà, je n'ai plus rien en rouge ici. Je réouvre le barème où voilà, j'ai rafraîchi. Je vais réouvrir le tout nouveau barème 2024 où je vais à l'inverse dire voilà, ce barème est dorénavant mon barème défaut. Je valide, je rafraîchis et on a maintenant le barème 2024 qui s'affiche comme barème défaut et sur lequel je vais m'appuyer à chaque ouverture de dossier. Voilà, je propose de terminer ici la formation numéro 2, donc le jour numéro 2. On aura vu le paramétrage du personnel, des codes services, les barèmes. On avance bien. Et nous verrons donc pour le jour 3 deux partenaires principaux qui sont aussi très spécifiques, les clients et les fournisseurs. Voilà, je quitte Elaïs, je fais oui pour terminer la session. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour la formation 2023, jour numéro 3. Avant de vous quitter, je rappellerai que le jour 6 est un jour qui sera consacré essentiellement à des questions et des réponses sur ce qu'on aura vu durant les 5 jours précédents. Néanmoins, il est clair, et pour préparer des réponses valables et des réponses consistantes, que les questions devraient être envoyées par email uniquement, qu'on puisse donc préparer sérieusement une réponse et que lors de la session, on puisse en direct à ce moment-là donc répondre à tout ça. Je rappelle aussi que le jour 7, donc le jour 7 est une proposition qu'on fait à tous les participants d'une formation individuelle, personnalisée. Donc là, ce ne sera que une personne, un responsable d'Elaïs, pour parer au paramétrage, à la personnalisation, à d'autres questions éventuelles sur Elaïs. Voilà, je voulais terminer par ça. Je vous souhaite donc une excellente journée et une excellente fin de semaine et à bientôt.